L'honneur de vous présenter Lynn Gauthier, parce qu'elle a parlé et puis on ne l'a pas encore présentée aujourd'hui. Donc, Lynn, après son doctorat à York, à l'Université de Toronto, ainsi qu'elle a un postdoctorat au Princess Margaret Cancer Center de Toronto, dans le département de Supportive Care en 2016. Madame Gauthier a rejoint la faculté de médecine de l'Université Laval et l'équipe de recherche Michel Sarrazin en oncologie psychosociale, soins palliatifs, l'ERMOS. Elle est co-directrice avec José Savard de l'axe 1 du nouveau réseau qu'on vous a présenté et sur l'optimisation de la qualité de vie et de la personne en soins palliatifs et de fin de vie. Ces recherches portent principalement sur la douleur et le vieillissement à travers le continuum du cancer, du diagnostic à travers les traitements, la phase de soins de fin de vie et de survivance. Elle nous présentera aujourd'hui un bref portrait des recherches sur la douleur en soins palliatifs et de soins de soutien. Puis elle parlera de l'évaluation de la douleur chez les personnes âgées. Voilà. Merci François. Avant de débuter, j'aimerais vous dire quelques mots sur ces réseaux en tant que jeune chercheur. Nous formons désormais un réseau et en fait, nous sommes devenus un réseau à peu près à mi-chemin du processus de planification de cette journée scientifique. Nous formons maintenant un véritable réseau et ceci est notre toute première journée scientifique officielle portant sur la douleur, un des nombreux aspects importants en soins palliatifs. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir compter sur le soutien d'un réseau douleur établi. Et je voulais vous parler un peu de ce réseau de recherche en tant qu'un chercheur d'extérieur de Québec. En tant que jeune chercheur qui ouvre dans le domaine de la douleur en Ontario, j'ai toujours été au fait de l'existence de la réseau douleur et j'ai toujours été un peu jalouse qu'il n'existe pas un tel réseau pour moi. Il est clair ailleurs au Québec et à l'international que le réseau douleur joue un rôle important dans l'avancement de la recherche sur la douleur. La recherche sur la douleur a débuté au Québec, mais ce réseau qui a presque 15 ans et qui compte plus de 100 chercheurs et 150 étudiantes, lui assure un caractère dynamique. Quand on m'a offert un poste à Québec avec Hermos et la faculté de médecine à l'Université Laval, c'était comme si j'avais gagné la loterie 2 fois plutôt qu'une. Je pourrais travailler avec un groupe de chercheurs forts et reconnus en soins palliatifs qui fait des travaux importants et j'aurai la chance de faire partie du réseau douleur. J'ai donc tenté de devenir membre du réseau douleur 18 mois avant de déménager à Québec, avant même d'avoir trouvé une maison pour ma famille. Nous, le réseau soins palliatifs et de fin de vie, nous sommes nouveaux et en expansion et en évolution. Nous sommes reconnaissants du soutien et de l'opportunité d'apprentissage que nous offre un réseau établi comme le réseau douleur. Et je suis sûre qu'un jour à l'avenir, il y aurait une jeune chercheur ou chercheur à l'extérieur de Québec qui rêve d'être membre du réseau soins palliatifs et de fin de vie. Et maintenant, je vais parler de la science. La douleur est la pierre angulaire des soins palliatifs et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur nos origines, de nouvelles recherches importantes et des orientations pour l'avenir afin de fournir la meilleure gestion possible de la douleur. Nous la connaissons tous, ainsi que ses impressionnantes contributions au domaine des soins palliatifs. Dame Cicely Saunders est la fondatrice du mouvement moderne des soins palliatifs. Avec ses collaborateurs, ils ont ouvert St. Christopher's Hospice en 1967 et ensemble, ils ont révolutionné l'utilisation des médicaments pour soulager la douleur. Ici, à Québec et au Québec, nous sommes intimement liés aux avancées dans ce domaine. Ici à Québec, le Dr Dion a visité St. Christopher's Hospice en les années 60 et ensemble avec Madame Gagnon-Dion et le Dr Jean-Louis Bonenfant, ensemble ils ont créé Maison Michel Sarrazin qui est ouverte en 1984.
Et pour plus de 30 ans, la Maison Michel Sarrazin a soutenu les personnes en fin de vie et leurs proches à vivre dignement dans leur dernière journée. Balfour-Mont est reconnu comme étant le père des soins palliatifs au Canada et même en Amérique du Nord. Il a été formé avec Cicely Saunders et il a ramené ses théories au Canada où il a mis sur pied la première unité des soins palliatifs en Amérique du Nord en 1974. Ronald Melzack est sans aucun doute un des fondateurs de la recherche sur la douleur. En tant que chercheurs dans le domaine de la douleur, nous avons tous un lien avec ses travaux. Nos connaissances sont dues à son travail de pionnier avec Patrick Wall en 1965 et au développement du Gate Control Theory of Pain. Nous lui devons une fière chandelle. Il a travaillé avec Balfour-Mont afin de démontrer l'efficacité des soins palliatifs pour la gestion de la douleur. Le soulagement de la douleur et la souffrance est une composante majeure des soins palliatifs. En accord avec ceci, les publications portant sur la douleur dans un contexte de soins palliatifs représentant environ 15 à 25% de toute la littérature sur les soins palliatifs publiée depuis 1967, lors d'ouverture de St. Christopher's Hospice. Alors, avec toute cette attention concentrée sur la douleur en soins palliatifs, comment vont les choses? Puisque la plus grosse banque des publications traite des cas de cancer chez les adultes, c'est ce dont je vais parler ici. En 2007, une revue systématique de la prévalence de la douleur en cancer a conclu que 33% des patients ressentent de la douleur après leur traitement, ce sont les survivants. 59% des patients ressentent de la douleur en cours de traitement et 64% des patients ressentent de la douleur en stade avancé ou en fin de vie. Et cette revue systématique a été mise à jour 10 ans plus tard et sans trop de changements au niveau des taux de prévalence. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire à améliorer cela? La variabilité et la complexité de la douleur selon les différentes populations, ce n'est pas juste cancer, et de patients et les contextes cliniques nécessitent une évaluation et une gestion adaptée. L'évaluation de la douleur est la première et la plus importante étape dans la gestion efficace. En conséquence, aujourd'hui, nous avons des présentations sur l'évaluation de la douleur au cours de la vie du patient, et ce, dans des contextes très variés. Lisanne Daou va parler des particularités pédiatriques en soins palliatifs. Je vais parler de l'évaluation de la douleur chez les personnes âgées. Et Diane Tapp va parler de l'évaluation et surveillance de la douleur chez les patients en fin de vie susceptibles, incapables de communiquer. Je m'excuse. Depuis l'élaboration de Gate Control Theory de Melzack et Wall en 1965, nous considérons la douleur comme une expérience biopsychosociale et ceci s'applique dans tous les contextes des soins palliatifs. Par exemple, afin de comprendre la douleur reliée au cancer, nous devons comprendre l'impact du tumeur, les aspects psychologiques et cognitifs comme la significance de la douleur pour le patient, ainsi que le soutien social. Et enfin, nous avons un lien à ce niveau aussi. Robin Cohen de McGill est, comme Pierre a dit, directrice de l'axe 2 du réseau soins palliatifs et de fin de vie, a rédigé cet important article proposant une meilleure intégration du modèle biopsychosocial de la douleur en soins palliatifs. Et en accord avec ce modèle, nous avons des présentations aussi aujourd'hui qui parlent de la gestion de la douleur d'un point de vue biopsychosocial. Mark Ware va parler de cannabis et la douleur. Patricia Poulin va parler de réduction du stress et des douleurs neuropathiques reliées au cancer grâce au mindfulness pour les patients en soins palliatifs. Et Philip Jackson va parler de l'effet de l'exposition à la souffrance d'autrui sur le cerveau des soignants.
Bien entendu, la douleur en soins palliatifs n'est pas toujours reliée au cancer. Bien qu'il ne soit pas possible de couvrir tous les sujets pertinents en une seule journée, nous avons tenté de vous en offrir une panoplie. Nous avons des présentations qui parlent de la durée de vie du patient et nous avons aussi des présentations spéciales qui traitent les différents contextes des soins. Mais à travers tout cela, nous ne devons pas perdre l'individu de vue. Et selon la philosophie des soins palliatifs et les paroles de Cicely Saunders, tu es important parce que tu es. Et tu es important jusqu'au dernier moment de ta vie. Bruno Gagnon va parler de la personne souffrante. Le but de notre journée est d'effectuer un partage des connaissances avec vous, d'entreprendre les discussions sur les enjeux cliniques et de recherche et d'explorer les prioritaires de recherche futures. Et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui et nous avons hâte d'échanger avec vous sur le travail présenté et d'entendre votre point de vue sur ce qui nous reste à faire afin de pouvoir offrir la meilleure gestion de la douleur possible et d'augmenter la qualité de vie pour les patients en soins palliatifs. Et puisque je suis ici déjà, je vais vous parler de l'évaluation de la douleur chez les personnes âgées. Et mes travaux se concentraient sur les personnes âgées atteintes d'un cancer pour la plupart avancé, mais dont la capacité de communiquer demeure intacte. L'évaluation de la douleur chez les personnes ayant une capacité de communication limitée ou inexistante est un sujet important dont Lisanne et Diane vont vous parler bientôt. Bien que le cancer puisse se développer à tout âge, la plupart des nouveaux cas et des décès qui y sont reliés surviennent chez les personnes de plus de 60 ans. La douleur est le symptôme du cancer le plus commun et le plus redouté. Et la prévalence et la sévérité de la douleur augmentent avec la progression de la maladie. La douleur liée au cancer est une chose très complexe. Les patients peuvent ressentir de la douleur nociceptive et ils peuvent décrire leur douleur comme étant sourde, ou encore ils peuvent ressentir de la douleur neuropathique et la décrire comme une sensation de picotement ou de fourmillement. Aussi, un bon nombre de patients peuvent ressentir les deux comme une douleur mixte. Avec le vieillissement de la population au cours des prochaines années, nous verrons une augmentation du nombre de personnes âgées qui auront besoin d'un traitement adapté pour la douleur liée au cancer. Malheureusement, la douleur liée au cancer chez les personnes âgées est encore mal comprise et sous-traitée. Et si nous prenons une simple question, à savoir s'il y a des différences liées à l'âge, à quel point ça fait mal ou dans l'intensité de la douleur, nous pourrions cibler les études qui valident chacune des trois réponses possibles à cette question. Et une des principales raisons est le manque de standardisation des mesures autour des différentes études. Mais la douleur liée au cancer est sous-traitée, comme j'ai dit, chez les personnes âgées. Et ce graphique démontre que les personnes âgées, et surtout les femmes avec un cancer avancé, sont moins susceptibles de recevoir une analgésie adaptée. Et c'est la même histoire pour les personnes âgées en soins de longue durée avec un cancer. Un taux alarmant de 30% des personnes âgées de plus de 85 ans ne recevaient aucune analgésie au cours de cette étude. Et ces données n'ont pas changé vraiment au cours des 20 dernières années. Il y a certains obstacles au traitement comme des mythes que les personnes âgées gèrent mieux la douleur liée au cancer, ils sont stoïques, ils sont réticents à rapporter leur douleur. La douleur fait partie de la processus normal du vieillissement. Il y a aussi les croyances comme la peur de la dépendance et la confusion. L'idée que les bons patients ne se plaignent pas de la douleur, ils ne voulaient pas distraire l'attention du médecin du traitement du cancer
et la gestion de la douleur devrait être réservée pour la fin de vie. Mais ce qui contribue le plus au traitement sous-optimal, c'est l'évaluation inadéquate de la douleur. Si nous utilisons un outil pour évaluer la douleur, mais qui ne fonctionne pas bien chez une personne plus âgée, nous courons le risque de masquer leur douleur. Une bonne évaluation de la douleur chez une personne âgée doit tenir compte de plusieurs facteurs biopsychosociaux interagissent entre eux, comme la radiation, les autres traitements, les croyances, et aussi l'évaluation de l'intensité et des qualités de la douleur. L'utilisation des échelles augmente le rapport et la détection de la douleur. Alors, il faut utiliser un protocole standardisé avec des outils de mesure qui sont validés auprès de la population d'intérêt. Il y a 3 éléments importants à considérer lorsqu'on choisit un outil. Est-ce que votre patient est capable d'utiliser cet outil? Est-ce que cet outil mesure ce qu'il doit mesurer et est-ce que cet outil est fiable? Les outils qui évaluent l'intensité de la douleur posent la question à quel point ça fait mal ou quelle est l'intensité de la douleur. Une des échelles les plus utilisées, c'est l'échelle numérique. Elle va de 0 à 10 avec les mentions « aucune douleur » et « pire douleur possible ». Et les patients doivent choisir le chiffre qui représente le mieux l'intensité de leur douleur. Les échelles verbales simples sont aussi souvent utilisées. Elles comprennent les mots classés en ordre croissant d'intensité et les patients doivent choisir le mot qui représente le mieux l'intensité de leur douleur. Des échelles de visage sont aussi souvent utilisées. Les personnes doivent choisir l'expression faciale qui représente le mieux l'intensité de leur douleur. Et les échelles visuelles analogues sont aussi souvent utilisées. Elles comprennent une ligne de 10 cm et les patients doivent marquer le niveau sur la ligne qui représente le mieux l'intensité de leur douleur. Et ensuite, on utilise une règle pour mesurer l'intensité. Je résume beaucoup de littérature ici, mais les données psychométriques semblent appuyer l'utilisation des échelles numériques et verbales simples tout au long de la vie adulte et chez les personnes âgées. Cependant, l'échelle visuelle analogue est problématique chez les personnes âgées et je vais vous donner quelques petits exemples. Les taux d'erreur sont beaucoup plus élevés pour l'échelle visuelle analogue que les autres outils, particulièrement chez les patients plus âgés. Et jusqu'à 30% des personnes âgées sont incapables de se servir de l'échelle visuelle analogue. Et voici quelques erreurs communément faites, incluant le fait d'écrire sur la ligne ou d'encercler un point sur la ligne. De plus, la validité construction de l'échelle des visages chez les personnes âgées est un peu incertaine. À l'aide d'une version modifiée de l'échelle des visages, ces auteurs ici ont déterminé que la plupart des adultes âgés croyaient que ces visages représentaient la douleur, mais aussi qu'elles représentaient de la colère et la tristesse. Contrairement aux mesures d'intensité de la douleur qui posent la question à quel point ça fait mal, les mesures de la qualité de la douleur posent la question comment ressentez-vous de la douleur? Et les réponses à cette question peuvent nous fournir des informations importantes sur l'étiologie de la douleur, aussi des instructions de la gérer. Le McGill Pain Questionnaire est l'échelle validée qui mesure des aspects multidimensionnels de la douleur qui est la plus utilisée. Elle comprend 78 mots classés dans 20 catégories décrivant comment on ressent la douleur et les patients choisissent un mot dans la catégorie qui représente le mieux leur expérience de la douleur. Il existe une version courte avec 15 mots qui évalue les qualités sensorielles et affectives de la douleur. Et on aurait suggéré que le McGill Pain Questionnaire est la version courte,
soit trop complexe pour les personnes âgées, mais selon des études des patients atteints de la douleur chronique et post-opératoire, il n'y a pas de différence reliée à l'âge concernant la capacité de compléter un ou l'autre de ces outils ou les propriétés psychométriques. Il existe maintenant une version révisée de la version courte Miguel Pain Questionnaire. Le format des réponses a été étendu pour une échelle numérique de 11 points. Et cette version ajoute cette qualité de la douleur neuropathique. Et ça, c'est important, surtout pour les patients ayant le cancer, puisque plusieurs ont de la douleur neuropathique. Cette échelle a été validée auprès d'un très gros échantillon des personnes souffrant de la douleur chronique et de la douleur neuropathique diabétique. Mais cette version n'a pas été évaluée chez les personnes jeunes et âgées atteintes d'un cancer. Alors, nous avons évalué l'utilisation et les propriétés psychométriques de cette version de la Miguel Pain Questionnaire pour être en mesure d'évaluer les différences liées à l'âge dans la qualité de la douleur. Bref, il n'y avait pas de différence liée à l'âge pour les données manquantes, suggérant que les personnes âgées peuvent utiliser cet outil. Ici, je soumise beaucoup des données, mais bref, la validité et la fiabilité ne sont pas liées à l'âge, sont les mêmes. Nous avons donc un outil qui fonctionne aussi bien chez les patients âgés que chez les patients jeunes, et nous pouvions nous en servir pour poser la question, y a-t-il des différences liées à l'âge dans la douleur reliée au cancer? Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de différence d'âge en ce qui concerne le taux des personnes jeunes et âgées dans leur choix de chaque mot pour décrire leur douleur et que les mots les plus communs étaient les mêmes pour les patients jeunes et les patients plus âgés. Et ces mots sont douleur sourde, aching, fatigant, épuisant, douleur vive et encore douleur sourde ou dull. Et ici, la différence entre dull et aching, c'est le principal enjeu de notre laboratoire ces jours-ci. Ça pourrait être un bon point de discussion à l'après. Il n'y a pas de différence d'âge en ce qui concerne la sévérité reliée à chacun des mots choisis. Les mêmes 3 qualités ont été indiquées comme étant les top 3 modérés à sévères par les patients jeunes et les patients âgés. Et encore, ce sont les mots fatigants, épuisantes, douleur sourde, douleur vive. Il n'y a pas non plus de différence d'âge en ce qui concerne l'intensité ou l'interférence de la douleur. Malgré le fait que la douleur soit ressentie de la même manière et qu'elle faisait autant mal et interférait autant, les personnes plus âgées étaient moins susceptibles de se voir prescrire des opioïdes. Alors, nous connaissons que la douleur se peut produire à n'importe quel stade du continuum du cancer. Et j'ai principalement décrit des études des personnes atteintes d'un cancer avancé et à la fin de vie dans cette présentation. Mais il y a une autre branche de ce continuum du cancer qui a commencé à attirer l'attention dans les soins de soutien, et ce bras est le bras survivance, ou survivorship. Vous vous rappellerez que j'ai décrit la douleur cancéreuse comme complexe. Cette douleur peut être causée par la maladie elle-même ou elle peut être causée par les traitements comme la chirurgie, la radiothérapie, les traitements hormonaux et certaines chimiothérapies. Et c'est ce dont je vais parler ici un peu. La neuropathie périphérique chimio-induite se manifeste habituellement d'abord dans les orteils, remontant jusqu'aux pieds, aux chevilles, aux jambes et puis aux doigts, aux mains, aux poignets et puis aux bras. Elle provoque des symptômes de neuropathie et des troubles d'équilibre. Une sensation altérée dans les doigts peut compromettre la capacité d'effectuer les tâches motrices fines, telles que le boutonnage ou le serrage des vêtements, et elle peut entraîner des blessures liées à la température.
La faiblesse du moteur peut nuire à la capacité de fermer les robinets, d'ouvrir un bocal et de conduire en raison d'incapacité de se sentir les pédales de frein et de l'accélérateur. Elle peut également entraîner les chutes. Et tout cela est très pénible et invalidant. Et il n'existe aucun remède connu pour la neuropathie périphérique chimio-induite. Et il existe peu de traitements pharmacologiques ayant une efficacité prouvée. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, comme les taux de prévalence. Nous n'avons pas une bonne idée qui se développe les symptômes aigus et ensuite qui développe les symptômes chroniques. Et il n'est pas clair s'il existe une relation entre l'âge et le développement de la neuropathie périphérique chimio-induite. Mais avec le vieillissement de la population, par l'année 2020, la plupart des survivants auront 65 ans ou de plus. Et comme vous l'entendrez cet après-midi dans la présentation du Dr. Poulain, le cancer est de plus en plus considéré comme une maladie chronique et de nombreux patients peuvent ressentir de la douleur chronique après les traitements et ce pendant longtemps. Il est donc urgent que nous commençons à comprendre à quoi il signifie d'être un survivant vieillissant avec la douleur liée au traitement. Une revue systématique a trouvé certains facteurs de risque pour la neuropathie périphérique chimio-induite qui sont aussi liés à l'âge, comme la neuropathie préexistante et les changements sensoriels. Il a été suggéré que la perte axonale liée à l'âge peut prédisposer les personnes âgées à une neuropathie plus sévère, mais il reste encore beaucoup de questions, comme si le fonctionnement des plusieurs outils de la neuropathie périphérique chimio-induite fonctionne aussi bien chez les personnes jeunes et les plus âgées. Alors, avant de pouvoir poser des questions sur la relation entre l'âge et la neuropathie, nous devons d'abord s'assurer que ces outils fonctionnent aussi bien. Et je vous ai donné un goût de ce programme de recherche et je vous invite à visiter les affiches de Dominique Saint-Pierre et Frédéric Terrien pour en savoir plus. Il y a 3 principaux messages. Premièrement, le fait d'utiliser un outil standardisé améliore l'évaluation de la douleur. Deuxièmement, les échelles numériques et verbales sont les outils les plus recommandés pour évaluer la douleur chez les personnes âgées. Cependant, les échelles visuelles analogues sont problématiques. Troisièmement, les techniques les plus communes pour évaluer les caractéristiques de la douleur sont appropriées, comme le McGill Pain Questionnaire et les versions courtes, sont appropriées pour les patients âgés atteints d'un cancer. Pour l'avenir, il faut déterminer quel est le meilleur outil à utiliser au cours de la vie adulte pour les autres conditions de douleur liées au cancer. Et il faut comprendre le sous-traitement de la douleur chez les personnes âgées. Et je suis très reconnaissante pour le financement que j'ai reçu pour quelqu'un des projets que j'ai présentés ici. Et je remercie mes co-chercheurs sur ce nouveau programme de recherche pour leur contribution. Et dernier point, mais pas le moindre, je remercie les membres du laboratoire, Myriane, Frédéric, Catherine, Amel et Dominique. Leur travail acharné rend tout ce travail possible. Et je vous remercie aussi. Et il y a